On a tous en tête cette image visuelle qui est extrêmement puissante quand on parle de santé ou de fitness. Ouais, le fameux corps en pleine forme. C'est ça, exactement. Le corps en pleine forme, on visualise tout de suite une musculature super bien dessinée, quelqu'un qui soulève des charges massives à la salle de sport ou qui a une endurance de dingue sur du cardio à haute intensité. Et l'association, en fait, elle se fait de manière automatique dans notre esprit. On se dit que ce corps-là, c'est forcément l'incarnation de la vitalité et surtout de la liberté de mouvement absolue. Sauf que, et c'est tout l'enjeu de notre analyse en profondeur d'aujourd'hui, on va prendre cette certitude, on va la retourner dans tous les sens, parce que la réalité, elle est parfois radicalement opposée à cette belle image. Totalement opposé, ouais. Pour faire ça, on plonge aujourd'hui dans un document source fascinant qui s'intitule Pilates fascia et syndrome du piriforme.pdf. C'est la retranscription d'un échange clinique et pédagogique entre Ferit Gabi et Caroline Berger-Gefemini, qui est une experte reconnue en pilates et formatrice. Et le fil conducteur de leur discussion, c'est un paradoxe qui est juste incroyable. C'est comment une apparence athlétique extrêmement forte, vraiment façonnée par des années d'entraînement intensif, peut en fait cacher une véritable armure invisible, une armure qui emprisonne le corps. Notre mission pour cette exploration, c'est de décortiquer cette mécanique subtile. On veut comprendre comment cette armure se forme. Ce texte, il bouscule frontalement les dogmes de la culture du fitness. Pas pour la diaboliser, attention, mais pour mettre en lumière une vérité anatomique qu'on ignore très souvent. Exactement. Parce que les muscles qu'on voit, ceux qu'on travaille à fond pour l'esthétique ou la force brute, c'est pas eux les seuls décideurs. Le système nerveux et le réseau de nos tissus conjonctifs, ce qu'on appelle les fascias, ce sont eux les véritables chefs d'orchestre de notre capacité à bouger. Et je pense qu'il y aura beaucoup de moments de révélation, de gros moments pour ceux qui nous écoutent sur la façon dont on peut déverrouiller cette structure. Mais pour bien commencer, le document s'ouvre sur une anecdote clinique qui sert vraiment de point d'ancrage. L'histoire de l'étudiante fit. Voilà. Ça se passe lors d'une formation pour de futurs instructeurs de Pilates, et parmi eux, il y a cette étudiante avec un profil qui détonne. Elle a un passé de fitness poussé à l'extrême. La source détaille qu'elle passe en temps fou en salle, qu'elle soulève très lourd, avec un volume de répétition massif, plus du cardio intense. En gros, c'est une machine. Une machine, c'est le mot. Donc, objectivement, on se dit qu'elle va survoler les exercices de base de la formation. Et là, c'est exactement l'inverse qui se produit. Sur un exercice fondamental de Pilates, un mouvement de flexion vertébrale qu'on appelle le roll-up, la machine s'enraye complètement. Le roll-up, juste pour visualiser, c'est quand on est allongé sur le dos, les bras en arrière, et qu'on doit s'asseoir en enroulant la colonne vertèbre après vertèbre. Comme un collier de perles qu'on soulèverait doucement. C'est une belle image, ouais. Mais pour cette étudiante qui est pourtant super forte, ce mouvement de base, c'était un mur infranchissable. Et le texte insiste lourdement là-dessus. L'experte de notre source précise que c'était pas juste difficile ou inconfortable, le corps refusait catégoriquement le mouvement. Se mettait en situation de verrouillage instantané. Et ça, c'est le premier enseignement majeur qu'on tire du document. Le volume musculaire et la force ne garantissent absolument pas la disponibilité articulaire. Ce qui soulève une grosse question biomécanique. Comment un corps capable de soulever son propre poids en fonte n'arrive pas à vaincre la simple gravité pour s'enrouler en roule? La réponse, elle est dans un concept clinique super important, la différenciation. En observant cette étudiante, ils ont vu qu'elle s'était construit un corps global, un corps en bloc si tu préfères. Un corps en bloc. Ouais. La différenciation, à l'inverse, c'est l'intelligence motrice qui permet de bouger une zone très précise, comme fléchir le milieu du dos, sans que les épaules ou les jambes se crispent pour compenser. C'est un peu pour donner une image simple. C'est la différence entre frapper les touches d'un piano avec le poing fermé, ce qui fait un accord super brutal, et utiliser chaque doigt indépendamment pour jouer une mélodie. C'est exactement ça. Et le système nerveux de cette étudiante, il ne connaissait plus que le poing fermé. Quand on lui demandait une mobilité fine, il ne savait pas isoler le mouvement. La seule réponse, c'était la contraction globale et la compensation immédiate. Je comprends bien cette idée de corps en bloc, mais en lisant la source, il y a une réaction physique décrite qui va bien plus loin qu'une simple raideur. Quand ils essayaient de l'amener vers des mouvements d'extension, l'étudiante disait que ses muscles fessiers se tétanisaient. Tétanisé, oui, c'est un mot fort.
très fort. On ne parle pas d'un petit étirement qui tire derrière la cuisse. C'est un spasme, une contraction défensive violente. Et je me suis demandé pourquoi les fessiers spécifiquement. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier pour réagir de façon aussi extrême? Eh bien, c'est l'observation de ce spasme très localisé qui amène la formatrice à poser une hypothèse de travail. Et la source précise bien que c'est une lecture du corps en mouvement, c'est pas un diagnostic médical. Cette hypothèse, c'est le syndrome du piriforme. Le piriforme, c'est ce petit muscle profond, c'est ça? C'est ça. Il est situé dans la hanche, sous les grands fessiers. Son rôle, c'est la rotation externe et la stabilisation du bassin. Mais il a une particularité anatomique redoutable. Le nerf sciatique passe juste en dessous, et parfois même à travers ses fibres. Ah oui, donc si le muscle s'enflamme, le nerf prend tout. Exactement. Chez quelqu'un qui fait des entraînements très lourds, beaucoup de squats, ce petit stabilisateur est sollicité bien au-delà de ses capacités. Il entre en hypertonicité chronique, une surprotection permanente. Il s'épaissit, il se contracte tout le temps et il vient irriter le nerf sciatique. Ce qui crée cette sensation de verrouillage pelvien. Donc, le spasme de l'étudiante, c'est pas un blocage psychologique, c'est mécanique. Hein. C'est un muscle épuisé. C'est un peu plus complexe et c'est là que le système nerveux entre en jeu. Le déclencheur n'est pas que mécanique. Le système nerveux central agit comme un garde du corps surprotecteur. D'accord. Le cerveau reçoit les signaux d'un piriforme sous tension dans une zone instable. Donc il perçoit le moindre mouvement d'extension comme une menace de déchirure. Et là, il coupe le disjoncteur. Il envoie un signal d'arrêt d'urgence sous forme de spasme. Et c'est là que le paradoxe de la force est complètement mis à nu. Un corps très musclé peut cacher une fragilité profonde. Une vraie stabilité, ça demande qu'un système puisse absorber une contrainte et revenir à son état initial. C'est impossible si l'armure est déjà tendue au repos. Tout à fait. La rigidité, c'est pas la stabilité. On imagine très bien la frustration psychologique de l'étudiante face à ça. Elle vient d'une culture du fitness où le mantra c'est no pain, no gain, où la réponse à un obstacle c'est toujours de pousser plus fort, de mettre plus de poids. Et d'un coup, elle fonce dans un mur invisible. C'est ça. Plus elle essaie de forcer son corps, plus son système nerveux s'affole et verrouille tout. C'est tout son système de croyance sur l'effort qui s'effondre. Mais la réponse de la formatrice face à ce blocage est brillante. C'est une pédagogie de l'intelligence qui est très détaillée dans la source. Ils n'ont pas forcé la forme finale de l'exercice et ils ne l'ont pas laissé abandonner non plus. Ils ont déconstruit le mouvement. Voilà, pour trouver un environnement de sécurité neurologique. La stratégie principale, ça a été d'utiliser une surface inclinée, qu'ils appellent le edge dans le texte, pour changer la relation à la gravité. Et le document insiste beaucoup là-dessus. Au lieu de faire le roll-up au sol, ils mettent un support sous son dos pour créer une pente douce. Au début, on pourrait croire que c'est juste pour rendre l'exercice plus facile. Mais biomécaniquement, en quoi ça change la donne pour le système nerveux? L'inclinaison joue directement sur les bras de levier. Pour vulgariser, imagine une porte très lourde. Si tu essayes de la pousser près des gonds, c'est super lourd. Si tu pousses au niveau de la poignée, c'est facile. D'accord, l'effet de levier classique. C'est ça. Au sol, s'enrouler demande aux abdos de soulever tout le poids du buste contre la gravité, avec le bras de levier le plus défavorable, tout en étirant le dos à fond. Pour le système nerveux de la fille, c'était une force trop violente près des gonds. Une menace immédiate. Exactement. En ajoutant la pente, la gravité aide une partie du mouvement. L'effort diminue, la contrainte sur les tissus aussi. On crée un couloir sécurisé. Le cerveau arrête de voir ça comme une menace et autorise enfin un début de glissement articulaire. Le texte cite un autre ajustement très précis, l'utilisation d'un petit ballon souple entre les genoux de l'étudiante. On lui demande de presser doucement ce ballon, ce qu'on appelle une légère adduction. Oui, l'objectif, c'est d'activer l'intérieur des cuisses pour stabiliser le bassin, mais sans déclencher les fléchisseurs de la hanche qui étaient déjà en surchauffe. Et ce qui est fascinant, c'est la philosophie derrière le matériel en studio. On ne sort pas un ballon ou une pente pour faire joli. Chaque accessoire est un outil de négociation avec le système nerveux central. On lui chuchote que l'environnement est sous contrôle, qu'il peut baisser la garde. Mais cette négociation, elle a aussi ses limites, et le récit clinique nous le montre bien. Le document indique qu'au 3e jour de ce travail minutieux, il y a une nouvelle barrière. Un plafond de verre. Ouais, l'étudiante progresse un peu, mais elle stagne. Le mouvement reste laborieux, les adaptations biomécaniques ne suffisent plus. C'est là que l'approche change complètement de paradigme. On arrête de s'intéresser aux muscles ou aux os pour regarder la matrice qui relie tout ça, les fascias. C'est véritablement le point de bascule de cette analyse. L'introduction des fascias permet de comprendre pourquoi le corps restait prisonnier malgré tous les ajustements.
C'est vrai que l'anatomie classique a tendance à oublier les fascias et à segmenter le corps, muscle par muscle. Alors que les fascias, c'est le tissu de continuité par excellence. Pour se les représenter, l'image de l'orange est parfaite. Quand on épluche une orange, il y a cette pellicule blanche qui enveloppe le fruit, mais qui plonge aussi dedans pour séparer chaque quartier. Et même chaque petite goutte de jus à l'intérieur. Exactement. Les fascias humains, c'est pareil. C'est une immense toile d'araignée en 3 dimensions, gorgée d'eau, qui enveloppe chaque fibre musculaire, chaque organe, de la tête aux pieds. C'est un vêtement interne continu. Et dans un corps sain, cette toile permet aux muscles de glisser les uns sur les autres sans friction. Mais le problème survient avec l'excès. Face à un entraînement lourd et répétitif, sans récupération adéquate, ce fascia subit un stress mécanique énorme. Pour protéger le corps, il va se densifier. Il produit plus de collagène, il s'assèche. Les fibres qui devaient glisser finissent littéralement par se coller. Ce qui explique cette expression très parlante de l'experte dans le texte. Quand le fascia est collé, le mouvement devient cher, il coûte une énergie folle et il fait meule, parce qu'on essaye de bouger avec un vêtement interne devenu du papier de verre. C'est exactement ça. Face à cette densification tissulaire, la stratégie pédagogique change du tout au tout. On arrête de demander du mouvement, on passe à un travail de relâchement myofacial. Ce qui est presque contre-intuitif pour une sportive de ce niveau. On lui demande d'arrêter de faire pour simplement laisser se défaire, avec des pressions douces couplées à une respiration profonde. Ce changement de rythme est crucial parce que le fascia exige de la lenteur. Le relâchement myofacial, c'est comme repasser un vêtement très froissé. Si on tire violemment sur le tissu sec, les fibres résistent ou se déchirent. Mais avec une pression douce et l'humidité de la vapeur, Ce qui correspond à l'oxygénation de la respiration dans le corps. voilà, les fibres se détendent d'elles-mêmes. En posant les mains de manière douce, la formatrice n'essaye pas de casser mécaniquement les nœuds, elle envoie un nouveau stimulus au système nerveux. La respiration lente dit au cerveau que le mode survie n'est plus nécessaire. Le système parasympathique prend le relais. Et là, le tissu conjonctif se réhydrate et se décolle. Les conséquences de ce relâchement sont immédiates. Il y a un moment de grande intensité émotionnelle décrit dans le récit. L'étudiante retente son mouvement d'enroulement et d'un coup, la porte s'ouvre. Le mouvement se fait avec fluidité sans que les fessiers n'entrent en spasme. Et sa réaction est révélatrice de l'ampleur de son blocage précédent. Oui, elle dit cette phrase citée dans le document « Je n'ai jamais senti ça. Je n'ai jamais senti que ça pouvait être aussi fluide. » C'est bouleversant pour quelqu'un dont tout le paradigme reposait sur la contention et la force brute. Elle découvre qu'on peut contrôler son corps par l'organisation et le glissement, pas juste par la tension. Cette prise de conscience valide 2 principes majeurs formulés par l'experte. Le premier, c'est un avertissement. La force sans mobilité crée de la rigidité. Une musculature imposante sur un système articulaire verrouillé, c'est une façade fragile qui finira par céder. Et le second principe, qui est magnifique, on ne corrige pas un corps en le contraignant, on le transforme en lui redonnant des options. Le travail de relâchement n'a pas appris un mouvement à l'étudiante, il lui a rendu ses options naturelles. Sans répertoire moteur. Exactement. Ce qui est fascinant, c'est que ce document, même s'il est très ancré dans le Pilate, offre une réflexion qui dépasse largement le cadre du studio. L'histoire de cette femme prisonnière de sa force, c'est un miroir tendu à notre société moderne. C'est tellement vrai. On baigne dans une culture de la performance absolue. Vitesse, volume, intensité continue. Que ce soit dans le sport, en entreprise ou dans notre vie perso, l'injonction c'est toujours d'optimiser, d'aller plus vite, d'encaisser plus de stress. Et cette logique, elle fabrique des profils qui ressemblent à des machines de guerre de l'extérieur. Des gens capables d'abattre un travail colossal. Mais quand on gratte la surface, on découvre souvent une architecture intérieure complètement verrouillée, en état de siège. C'est une métaphore d'une justesse redoutable. Le monde professionnel, avec son exigence de rentabilité constante, crée l'équivalent cognitif de ce corps en bloc. Pour survivre aux réunions, aux mails, à l'urgence, on développe une armure mentale. Mais cette armure finit par nous asphyxier. On perd notre capacité de différenciation émotionnelle. Le moindre petit stimulus devient une agression globale. La leçon de notre analyse aujourd'hui, c'est qu'ajouter de la contrainte sur un système déjà verrouillé, ça mène à la rupture. Parfois, la seule vraie progression, c'est d'avoir le courage de s'arrêter, de faire moins, mais avec une qualité de présence supérieure. Créer un environnement de sécurité pour que le potentiel puisse s'exprimer. Et ça m'amène à une réflexion finale assez provocatrice qui prolonge tout ce qu'on vient de voir. On a vu qu'un entraînement physique intense et sans récupération colle nos fascias musculaires. On fige notre chair dans une posture de défense. Oui,
Mais si notre corps réagit comme ça au surentraînement mécanique, comment réagit notre cerveau au surentraînement intellectuel? Ah, l'analogie est frappante. On passe 10 heures par jour devant un écran, gorgé de cortisol à cause du stress, des deadlines. On impose à notre esprit le même régime brutal que cette étudiante imposait à son corps. Ce stress mental chronique, c'est un fitness d'une intensité destructrice pour notre cerveau. On est probablement en train de densifier nos propres fascias cognitifs. Sans espace de respiration, sans vraie récupération, on fige notre flexibilité mentale. Nos idées ne glissent plus les unes sur les autres. La créativité s'assèche. On s'enferme dans une rigidité intellectuelle, incapable de s'adapter sans ressentir ce fameux spasme défensif émotionnel. C'est ça, le spasme défensif cognitif. La question vitale qui en découle est évidente. Si on a compris que la solution pour un corps verrouillé, c'est pas de forcer, mais de pratiquer un relâchement doux pour signaler la sécurité au système nerveux, quelle serait la technique de relâchement myofacial pour notre esprit verrouillé? C'est la grande question. Comment repasser les plis de nos fascias cognitifs, froissés par l'urgence du quotidien, pour retrouver une pensée fluide et désarmée? C'est vraiment le défi fondamental que cette exploration nous invite à relever, bien au-delà de la simple anatomie.